Voilà. Donc bonjour à tous et à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on va passer une petite heure ensemble pour essayer de comprendre ce qu'est le BIM et, euh, et à quoi ça sert. Euh, donc premièrement, une petite définition en fait. Le BIM, c'est un acronyme qui vient de l'anglais Building Information Modeling, qu'on peut traduire par une modélisation des informations ou des données du bâtiment. Il faut voir le terme bâtiment ici comme un terme générique englobant également toutes les infrastructures. Il faut le prendre au sens de la construction d'un ouvrage. Donc sur les petites vignettes en bas, vous voyez les trois éléments en fait, qui constituent le BIM, c'est-à-dire building, il nous faut un ouvrage, il faut un projet à construire. Information, c'est-à-dire qu'il faut de l'information à intégrer. Et modeling, il faut un modèle 3D qui va recevoir cette information. Donc sans ces trois éléments, on ne peut pas parler de BIM en fait. Voilà. Il faut vraiment concilier ces trois éléments pour qu'on puisse utiliser le terme BIM. Donc, j'ai choisi, je m'étais posé la question de comment résumer un grand sujet en une petite heure. Et je voulais passer par un petit point historique parce que plein de gens pensent que le BIM, c'est quelque chose qui est arrivé hier. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Depuis les années 60, en fait, il y a pas mal de monde qui réfléchit à comment automatiser des tâches via le numérique, comment intégrer la conception au travers d'une assistance informatique. Et donc, il y a un logiciel, Sketchpad, qui au départ est dédié à l'industrie, qui a été développé au MIT et qui constitue la première conception assistée par ordinateur. Donc, c'est vraiment les débuts. En 1977, Charles Eastman crée Glide, qui présente les caractéristiques du BIM, c'est-à-dire on va retrouver un modèle numérique, on va retrouver un projet, dont dans ce cadre-là, c'est un objet, mais c'est un objet à concevoir, et on va retrouver de l'information qui est liée à cet objet. Donc, dans les années 80, Bojar, qui est un ingénieur de l'Europe de l'Est, pour l'anecdote, c'était quelqu'un qui faisait son beurre sur le détournement de solutions Apple. Et donc, ça lui a permis de financer son outil qui est Archicad, qui est la première version en fait, d'un outil de conception assisté par ordinateur qu'on peut installer sur un ordinateur personnel. Le terme BIM apparaît en 1986, en fait. Robert Eich, qui explique dans un article de presse, qui définit déjà quelque part les contours du BIM, en fait. Et il emploie donc le terme modélisation de l'information du bâtiment, BIM, dans Automation in Construction. Alors, pour la suite, dans les années 2000, on commence à observer des logiciels un peu plus poussés au niveau de la 3D, au niveau de la fluidité, au niveau de l'interface utilisateur. Et donc, Revit sort sa première version. Parce qu'avant d'être un produit Autodesk, Revit était un produit indépendant. Cette première version révolutionne un peu le monde de l'informatique sur la 3D. Alors, vous allez me dire, pourquoi m'être arrêté en 2000 parce que je pense que c'est le dernier grand virage, en fait. Il y a tout à l'heure Maurice Quin qui va nous présenter un projet qui a été réalisé en BIM par BRLI. Et dedans, vous verrez en fait les dernières évolutions logicielles et vous verrez le chemin qui a été parcouru depuis les premiers éléments des années 60-70. Donc, je vous ai parlé d'histoire du BIM. Il y a une classification en fait qui existe, qui est normée, hein, qui permet de définir en fait les niveaux d'utilisation, si on veut, du BIM, qui commence à 0, c'est-à-dire niveau 0, en fait, on n'est pas dans le BIM, hein, on est encore sur du dessin 2D. On est sur de la DAO, les prémices hein, de la conception assistée par ordinateur, enfin, du dessin assisté par ordinateur. À partir du niveau 1, on va commencer à intégrer des éléments d'information. Donc, on a de la DAO et de la 2D. Mais on reste sur un travail isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication, pas d'interaction, pas d'interopérabilité, pas d'échange entre les acteurs.
on se transfère un document qu'on enrichit, qu'on modifie. À partir du niveau 2, on commence à rentrer dans un travail collaboratif. L'idée, c'est de se dire qu'on a un modèle numérique qui est conçu, une maquette, qui contient des informations et qu'on va pouvoir exporter ou importer d'un logiciel à un autre. Donc, il y a des sous-classifications en A et B, mais ce n'est pas le plus intéressant. L'idée, c'est vraiment de retenir les niveaux 1, 2, 3. Et donc, le niveau 2, c'est vraiment le début des échanges, en fait. C'est-à-dire qu'on peut importer ou exporter et transférer un modèle numérique qui peut être utilisé dans un autre logiciel. Pour le niveau 3, donc on est sur une maquette numérique qui est centralisée. C'est-à-dire qu'en fait, tous les intervenants, au lieu d'avoir plusieurs intervenants qui auraient chacun son logiciel, on se retrouve avec un modèle central ou une plateforme en ligne qui va centraliser en fait la maquette numérique, et tout le monde, tous les acteurs vont travailler directement sur ce modèle. Donc on n'a plus de réplication, on n'a plus de cumul de modèles, on a vraiment un seul modèle qui vit tout au long de la conception et du suivi du projet. Il faut savoir qu'actuellement, on va dire qu'on l'ensemble, on va dire au niveau occidental et Asie, on tourne entre le niveau 2 et 3 pour les meilleurs. Mais le standard, en fait, c'est du 1,5-2. Il faut se dire que le niveau 3, c'est quelque chose d'assez rare et qui est seulement utilisé pour des conceptions avec des moyens assez conséquents pour l'instant. Mais ça tend à changer, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de demandes sur du niveau 2 et du niveau 3 maintenant. Alors, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte dans le BIM, c'est les niveaux de développement. Alors, c'est vrai que comme c'est quelque chose d'assez... je ne vais pas dire nouveau, parce qu'on a bien vu que c'était quelque chose qui existait, ou en tout cas qui était dans les esprits depuis longtemps. Ce qui a permis d'arriver à ces technologies actuelles, c'est juste la montée en puissance des outils physiques, informatiques. C'est ce qui a permis en fait de débloquer toutes ces technologies. Donc les niveaux de développement permettent de représenter les cycles dans lesquels s'inscrit la maquette numérique. C'est-à-dire que certains connaissent la loi MOP, d'autres pas. En gros, c'est une loi qui est relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. C'est-à-dire par quelle phase, en gros, on va passer pour concevoir un projet. Et le BIM s'inscrit complètement dans cette philosophie, et il est défini des niveaux de développement qui vont permettre, en fait, de coller aux phases de la loi MOP. Donc, on voit sur la première couronne, niveau 1 à 6, les phases pardon, c'est la troisième couronne, les niveaux de développement de la maquette. Sur la deuxième couronne, on voit le cycle de vie qu'on voit en vert là, c'est-à-dire qu'on va programmer un projet, on va le concevoir, on va le construire, on va l'exploiter, et il arrivera en fin de vie et il sera recyclé, on va le reprogrammer. En fait, c'est un cycle infini. Et là, au milieu, en très fin, on voit les étapes clés de la loi MOP. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, il y a un fascicule qui a été édité par Syntec, qui est vraiment intéressant et qui résume, qui détaille plus l'ensemble de ces phases et ce qu'elles contiennent techniquement. Donc, si je transmettrai le PowerPoint à tout le monde, je le mettrai en ligne pour que vous puissiez avoir accès au lien. Donc, ce fascicule est vraiment intéressant à consulter pour les gens qui pourraient se poser des questions sur pour pousser plus loin sur les niveaux de développement. Alors, effectivement, dans le BIM, on aime bien les niveaux. Il y a encore un niveau de classification qui existe, qu'on appelle LOD. Alors, d'un pays à l'autre, d'une édition logicielle à une autre, on va trouver des mots différents. L'idée, c'est de se dire qu'on a un LOD global qui contient un LOD plus un LOI. Alors, pour le traduire, c'est Level of Development qui contient le Level of Detail et Level of Information. Donc, niveau de développement qui égale niveau de détail plus niveau d'information. En dessous, on a une petite représentation graphique pour montrer ce que c'est ce niveau de développement. Et donc,
sont définis par centaines, en fait. Hein. Donc là, c'est un exemple, hein, ça peut aller jusqu'à 500, 600. Mais l'idée, c'est de montrer le principe, c'est-à-dire qu'en fonction de la phase du projet, on n'a peut-être pas besoin d'avoir tous les détails qui sont intégrés dans le modèle numérique. On prend l'exemple de cette poutre. Si on est sur une phase esquisse ou une phase de réflexion, de démarrage, un LOD de 200 suffit largement. On a un niveau graphique très léger, c'est suffisant pour travailler. Et ce niveau va évoluer en fait en fonction de l'avancement du projet. C'est-à-dire que plus on va avancer dans les phases du projet, plus on va avoir de détails. Par exemple, là, on peut avoir une phase AVP. Là, on peut être sur une phase pro ou exe. Et là, on peut envisager une phase DOE. C'est-à-dire que plus on va avancer dans ces phases, plus le niveau d'information sera conséquent. Enfin, le niveau géométrique dans un premier temps et le niveau d'information associé. Par information, il faut entendre des caractéristiques et des attributs. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait 3 choses essentielles, donc un projet, une maquette et des informations. En fait, ces informations vont venir qualifier les objets. C'est-à-dire que là, si on prend la poutre sur un niveau 200, on va peut-être juste se dire c'est une poutre en béton. On n'a peut-être pas besoin d'en savoir plus, c'est suffisant. Au niveau 300, on va rajouter c'est une poutre en béton. On va peut-être rajouter, on a peut-être besoin de savoir une classification, une résistance au feu, quelques propriétés mécaniques. Au niveau 350, on va peut-être avoir des ratios d'acier, des petits détails d'informations complémentaires. Et au niveau 400, on va avoir un niveau d'information assez conséquent puisqu'on est sur l'équivalent d'un DOE, donc dossier des ouvrages exécutés, c'est-à-dire c'est quasiment la fin de la vie de la conception. Et à ce niveau de détail-là, on peut avoir même des liens vers des fiches techniques. On a un niveau d'information qui peut être très, très conséquent. Alors, une fois qu'on a défini tous ces aspects de niveau, de géométrie, d'information, comment ça fonctionne en termes d'échange entre les différents intervenants? C'est-à-dire quels sont les contrats qui vont lier les intervenants les uns aux autres? On a un maître d'ouvrage, on a un maître d'œuvre, on a des entreprises. En fait, l'idée, c'est qu'il y a quelques documents qui ont des noms très compliqués, comme cahier des charges, hein, quelque chose que vous avez dû entendre souvent. Ça part du maître d'ouvrage, en fait, le client, qui va définir sa charte BIM. En fait, une charte BIM, c'est un recueil des principaux axes, ces notes de cadrage, en fait, de la stratégie de BIM du maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Il n'y a pas trop de détails, si vous voulez, c'est juste, il y a ce qu'on ne veut pas dans les grands axes. C'est assez léger. Cet élément permet donc au maître d'œuvre qui, lui, va récupérer le projet, de définir un cahier des charges en partenariat, bien sûr, avec le maître d'ouvrage. Et il va pouvoir préciser un petit peu plus d'éléments. On avance dans les détails sans pour autant être exhaustif. Suite à ce cahier des charges, en fait, la maîtrise d'œuvre et les entreprises enfin, c'est ce qui se fait généralement, vont mettre en place une convention. Cette convention BIM, elle, par contre, est assez exhaustive et détaille en fait les limites d'action de chacun des intervenants. C'est-à-dire que doit fournir le maître d'ouvrage au maître d'œuvre, que doit fournir le maître d'œuvre aux entreprises, comment vont être organisées les réunions pour étudier la maquette ou pour travailler sur la conception, comment on va construire cet ouvrage, comment on va l'informer, quel est le niveau de détail, hein, je vous parlais tout à l'heure des niveaux de détail et d'information. C'est la convention de BIM qui va le préciser pour chaque phase, qui va dire moi, en phase AVP, je veux tel niveau de détail, en phase pro, je veux tel niveau de détail. L'idée, en fait, c'est de cadrer un peu l'environnement de la maquette afin que le produit fini corresponde bien aux besoins. Parce qu'il faut se dire que le BIM, c'est une méthode, c'est une façon de travailler, mais il faut d'abord et avant tout que ça réponde à des besoins. Et donc, au niveau du cahier des charges BIM, il va être défini des besoins, c'est-à-dire pourquoi, sur ce projet spécifiquement, on utilise le BIM. Est-ce que c'est dans des objectifs de communication? Est-ce que c'est dans des objectifs d'améliorer la visibilité du projet pour le maître d'ouvrage? Est-ce qu'on a des besoins derrière d'exploitation et qu'on veut transmettre l'ensemble des informations requises pendant les phases de conception
à l'exploitant pour qu'il puisse les intégrer à sa base de données. Ça peut être énormément d'objectifs. Il y a des objectifs commerciaux, ça peut être de la visite virtuelle, ça peut être plein de choses. Et en fait, tout cet ensemble de documents va permettre de préciser ces contours juridiques quelque part, parce qu'il y a un engagement qui est pris de la part des contractants pour répondre à ce cahier des charges ou à cette convention BIM. À côté de ça, une fois qu'on a défini les documents principaux, on va mettre en place un plan d'exécution BIM qui, lui, comment dire, va placer en face des demandes des actes. Et comment on va répondre à ces besoins. Le BIM, c'est quelque chose d'assez standardisé, en fait. Une fois qu'on a défini donc les besoins et qu'on a établi les pièces, on se dit, OK, mais qui régit ça? Comment ça fonctionne? Quelles sont les normes? Qui pourrait m'aider à créer ma convention? En fait, il y a une organisation internationale qui a un monopole sur le sujet, hein, donc c'est clairement eux les référents en la matière, qui s'appelle Building Smart. C'est une organisation qui a été créée en 1996, hein, donc pour vous dire que le BIM, ça date quand même, et qui est constituée de grands groupes d'éditeurs de logiciels la plupart du temps, qui prônent l'open BIM. Alors l'open BIM, c'est l'idée de se dire que quand je travaille en BIM sur un projet, je ne suis pas limité par un logiciel. Je peux échanger avec différentes suites logicielles, avec différents logiciels métiers, que ça peut être des outils de GMAO, d'exploitation, ça peut être des outils de calcul de structure, ça peut être des outils de dessin uniquement. L'idée, c'est de pouvoir échanger et être interopérable, en fait. À ça, en général, on oppose le closed BIM, donc un BIM qui se veut fermé, c'est-à-dire qui cantonnerait les intervenants sur le projet à un seul éditeur de logiciel. On a un bon exemple avec Autodesk qui, s'il n'était pas contraint par Building Smart de faire un petit peu des efforts d'ouverture, verrouillerait totalement ses suites logicielles pour qu'on soit, à partir du moment où on a un logiciel de chez Autodesk, qu'on soit bloqué dans cette suite. Building Smart, c'est une autorité internationale pour les IFC. Donc les IFC, c'est le format de fichier qui permet de se dire en open BIM, c'est-à-dire c'est le seul fichier que le seul format que la plupart des éditeurs logiciels et des outils actuels permettent de transférer. C'est-à-dire qu'on peut échanger facilement, enfin facilement, il n'y a pas de monde parfait, mais en tout cas, l'interopérabilité, elle est maximale, elle est à son maximum actuel. Il faut savoir que Building Smart aussi a de gros enjeux économiques parce que les décideurs chez Building Smart, comme je vous le disais, ce sont les grands groupes logiciels. Donc, je vous ai mis en bas les logos, vous en connaissez certainement, hein, Autodesk, Siemens, Oracle, Nemetschek. Ça, c'est vraiment les 7 leader du système. C'est quelque chose d'assez énorme. Hein. Building Smart, il y a peut-être 200 entreprises dedans. Il y a la SNCF, il y a Dassault. C'est quelque chose d'assez conséquent. Et donc, cette organisation internationale est déclinée sur une trentaine de pays avec des agences nationales en fait, qui contribuent à l'implantation de Building Smart. Et en France, cet opérateur s'appelle Ninja Construct. Donc, vous pourrez aller voir, si l'envie vous prend, leurs sites qui sont assez bien faits. Ça permet vraiment d'avoir des éléments de base. Comme je vous disais tout à l'heure, en 45 minutes, résumer le BIM, c'est un exercice assez difficile. Donc, j'ai dû faire des choix artistiques. Mais il ne faudra pas hésiter à consulter les sites. D'ailleurs, à la fin du PowerPoint, il y a une liste de ressources qui n'est pas énorme, mais qui contient pas mal d'informations. Donc, je vous la mettrai à disposition. Donc, pour revenir sur Media Construct, c'est une association de loi 1901, donc pas de but lucratif, hein, qui est membre de Building Smart depuis sa création en 1996 et dont les enjeux sont d'accompagner la transformation digitale par le développement de l'open BIM et des bonnes pratiques de travail en BIM. Donc, avec un objectif de continuité numérique entre construction, exploitation et territoire. Donc, tout ça, c'est beau. Hein. On a tout dit, on n'a rien dit en même temps. Comme je vous dis, il ne faut pas perdre de vue que Building Smart, ce n'est pas un ange au milieu un agneau au milieu des loups. C'est un regroupement de loups. Tous les éditeurs logiciels travaillent chez Building Smart. Donc, en fait, c'est vraiment chacun tire la couverture de son côté, mais
de par ce concept, ils sont quand même obligés de trouver un petit accord pour rester interopérables entre eux. Mais c'est important de connaître cette dimension stratégique, si on veut, pour comprendre les enjeux du BIM en fait, et le fonctionnement des licences logicielles, des différentes interopérabilités. Alors, je vous ai parlé du format IFC, hein, qui est le format leader de l'OpenBIM, donc qui signifie Industry Foundation Classes, qui est un format standardisé, donc en norme ISO 16709. C'est très, très fermé, c'est-à-dire que c'est vraiment cadré, il y a peu de marge de manœuvre, voilà, c'est quelque chose d'assez efficace, hein. C'est un outil, enfin, c'est un format qui est orienté objet, alors ça parlera plus à nos amis du service informatique, mais c'est-à-dire que pour chaque élément ou objet composant, on va avoir des classes et des sous-classes qui vont permettre de catégoriser quelque part l'ensemble des objets qui sont contenus par ce fichier. Et ce fichier, en fait, est une maquette numérique, hein. Et donc, ce format, en fait, vient de l'industrie, le format qui utilise le format STEP. C'est un mode d'écriture du programme. C'est pour faire un clin d'œil à nos amis informaticiens. Mais c'est quelque chose d'assez lourd à lire. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un fichier IFC, qui est une maquette, hein, dans un logiciel spécifique. Et là, on va avoir un bâtiment en 3D. Voilà. Si on l'ouvre dans un éditeur informatique, on verra une série de textes qui sont modifiables directement, mais c'est assez lourd. Donc, il faut savoir que l'IFC, comme je disais, existe depuis le milieu des années 90. Actuellement, on est en train de... il y a des groupes qui travaillent sur l'IFC 5. La version qu'on utilise au quotidien, qui est la plus fréquente, c'est la version 2X3 qui date quand même de 2007. Donc, c'est une version qui a 13 ans et c'est la plus utilisée. Il y a une version IFC 4 qui existe depuis 2013, mais qui, elle, n'est pas utilisée pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas fonctionnelle et que quasiment aucun des éditeurs logiciels n'a le certificat de réponse au cahier des charges. C'est-à-dire qu'il y a très peu de logiciels en fait, qui aujourd'hui permettent de garantir la qualité d'un IFC 4. Comme je vous disais, c'est quelque chose de normé. Donc un IFC, on ne peut pas jouer avec, quoi. Il faut que ça réponde à un certain cahier des charges. C'est un format qui se veut ouvert, mais qui finalement est très fermé. Et on peut le modifier qu'au travers d'un des logiciels qui est certifié pour fonctionner avec ce format. Donc, il y a un petit schéma là qui précise que l'IFC est l'élément central en fait, des échanges entre différents logiciels. On verra après tout à l'heure, j'ai une petite présentation de certains logiciels, notamment certains qu'on utilise chez BRLI. L'idée, c'est de dire, ce schéma montre que l'IFC est l'élément central. Donc, si vous vous rappelez des niveaux de BIM tout à l'heure, quand on en parlait, là, typiquement sur une gestion de ce type, on est sur un niveau 2, c'est-à-dire que chacun va créer son modèle et récupérer ou échanger avec les autres, mais on n'est pas sur un modèle central, en fait. L'IFC, c'est le format central d'échange, mais on a plusieurs modèles. Chaque intervenant sur le projet aura son modèle. Alors, pour vous présenter quelques logiciels, j'ai fait une petite liste, loin d'être exhaustive, de logiciels qu'on appelle logiciels BIM. Tout simplement, on les appelle BIM parce qu'ils ont la capacité d'échanger entre eux au travers de ce format IFC ou de certains formats de BIM fermés. Alors, certains connaissent Autodesk, Revit, Allplan, Archicad. Donc, ce sont des logiciels de production et de création, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de monter l'ouvrage en 3D quelque part et de définir les aspects géométriques principaux. On a aussi donc Autodesk InfraWorks, Civil 3D qui, eux, sont plus dédiés à l'infrastructure, plutôt routière même, je dirais, ou pour les gares, tout ce qui est métro, tout ça. On a SketchUp qui est pas mal utilisé par les architectes aussi, qui est assez ludique. Et Geomansura, pour donner un exemple de notre outil de conception qui lui est vraiment dédié à terrassement routier ou voirie, réseau. On a aussi des logiciels, donc, une fois qu'on a produit ce modèle dans ces outils de production et de création, on va pouvoir les transférer vers des logiciels d'ingénierie.
maquettes qui ont été créées vont pouvoir servir à faire de l'étude de structure, par exemple avec Autodesk Robot ou avec ANSYS, ou même Advanced Design d'ailleurs. On peut aussi faire de l'étude thermique avec ArchiWizard. Il y a plein d'autres solutions. On peut faire de la mécanique des fluides. Enfin, il n'y a pas de limite. Il fallait bien que j'en sélectionne quelques-uns à titre d'exemple. Après, on a les outils de compilation et de coordination. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs maquettes, donc, dans la plupart des cas, qui représentent un même ouvrage et qu'il faut donc compiler. Ces maquettes, une fois qu'elles sont produites, donc la plupart du temps donc, avec ce format IFC, il va falloir les intégrer dans un viewer qui va permettre de les voir tout ensemble au même moment. Et donc, c'est ce qu'on appelle les outils de coordination. Ça va permettre de vérifier que j'ai mis une poutre dans une pièce, est-ce que je n'ai pas un tuyau qui passe à travers? Je prends des exemples simples, hein, mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que je n'ai pas des clashs entre ces différents éléments? Donc, ces outils de compilation et de coordination vont permettre de vérifier ça et de s'assurer que les maquettes communiquent bien entre elles et qu'il n'y a pas de problème. Donc, on va retrouver encore un outil de la suite Autodesk, qui est Navisworks, qui est assez efficace mais très lourd. On a BIMvision qui est plutôt léger, assez rapide à prendre en main, qu'on a pas mal installé d'ailleurs chez BRLI pour ceux qui travaillent un peu avec le BIM. Solibri, qui est une autre solution de chez Nemetschek, et Tekla BIMsite, qui est aussi un acteur sur le sujet. J'ai mis une catégorie divers, parce que je ne savais pas vraiment où classer ces deux logiciels, mais c'est important qu'ils apparaissent. Dynamo est un outil qui va permettre, en fait, on est plus proche de l'informatique d'ailleurs que de la conception et de l'ingénierie de nos métiers habituels. Mais c'est un outil qui va permettre en fait d'automatiser des tâches dans Revit et dans Civil 3D notamment. Typiquement, vous avez 100 plans à imprimer, au lieu d'aller chercher chaque plan et de l'imprimer. Encore une fois, je prends un exemple simple, mais au lieu d'aller chercher chaque plan et de l'imprimer, vous pouvez créer une espèce d'un cycle d'automatisation qui va faire ça tout seul. Et au lieu de vous prendre 15 minutes, ça vous prendra 30 secondes. Et on a Recap, qui est encore un outil à part, qui est lui un logiciel qui permet de traiter les nuages de points. Alors, je ne vous en dis pas plus sur les nuages de points. Vous verrez tout à l'heure avec la présentation de Maurice que c'est quelque chose d'assez sympa. Et donc, ce logiciel de traitement de nuages de points permet en fait de collecter et d'afficher en 3D des fichiers de coordonnées X, Y, Z. Je vous passe les détails techniques que vous verrez sur la présentation de Maurice, c'est assez sympa. Et donc, je parlais de la présentation de projet de Maurice. Donc, je vais arrêter le partage et je vais lui laisser la main pour qu'il vous présente son projet de rénovation de l'unité d'ozonation de l'usine de potabilisation de Méry-sur-Oise, qui a été réalisé pour le CEDIF, donc le syndicat des eaux d'Île-de-France. Merci Mickaël, bonjour à tous. Alors, je prends la main. Vous voyez bien le fond Google Earth, c'est bon. Donc, comme l'a dit Mickaël, donc là, je vais vous parler d'un projet. On a les mains dans le cambouis dedans depuis Méry-sur-Oise depuis 5 ans, parce qu'il y a un autre projet avant qui avait déjà du BIM, mais là, on en a débuté un autre qui est l'interozonation. Donc, Méry-sur-Oise, donc là, Paris. Méry-sur-Oise, on est dans le nord-ouest. On est ici. Là, vous voyez l'Oise. Et je zoome. Notre usine, elle est ici. Donc, c'est quand même un beau bébé. C'est une des 5 plus grandes usines européennes. Elle traite 350 000 m3 jour. Et en fait, cette usine, vous en doutez, est composée d'une succession d'étapes de traitement. Le plus simple, c'était de vous montrer ça. On ne va pas rentrer dans le détail, rassurez-vous. C'est le profil hydraulique des différentes étapes de l'usine. Donc, vous voyez que c'est relativement complexe tout ce qu'il y a. Et le petit pointillé rouge encadré ici, c'est la zone qui nous concerne sur le dernier projet. Pour info, on travaille également donc, sur la partie filtration, filtre à sable
et filtrage charbon actif là-bas. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le projet de rénovation de l'interozonation. Donc, on a gagné ce projet avec comme partenaire sur Paris IRH. Nous, on porte tout le volet génie civil, électricité autom, et notamment, je pense que c'est une première pour BRLI, on porte le volet avec un partenaire en sous-traitance, mais le volet BIM Management. Donc, quelle est la problématique? Je vais être très concis, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, mais vu le temps, il va falloir aller vite. Le problème du CEDIF, c'est qu'il a une usine qui a été construite à partir des années 40, 50, et par vagues successives au fur et à mesure qu'il a fallu l'agrandir. Ils n'ont plus les plans, et là, on se retrouve sur une unité d'ozonation qu'il faut rénover intégralement. Donc, on conserve la boîte, mais on veut changer tout le process, la tuyauterie, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je précise que je travaille sur ce dossier pour les nommer au passage. Vincent Zemar sur la partie génie civil et Cyril Lapierre qui s'amuse comme un petit fou là-dessus à aller dans toutes les armoires électriques de l'usine qui va finir par connaître par cœur. Donc, voilà ce que en début d'opération, on se retrouve avec à peu près 500 plans scannés comme ça parce qu'ils n'ont rien d'autre à nous donner. Ils n'ont quasiment rien en informatique. Ce sont des plans de coffrage, de ferraillage, ce sont des plans, ce genre de coupe, vous voyez, qui date des années, celle-là est plus récente, c'est les années 70. Ça, c'est les plus récentes. On voit, c'est une coupe longitudinale, on voit les cuves enterrées, l'étage 2990 et l'étage des ozoneurs à l'étage 3330. Donc, quel était le problème? C'est dans notre prestation, on avait, donc, outre le BIM management, on avait également la création de la maquette native, comme ils appellent, c'est-à-dire une maquette numérique de l'état existant. Alors, une maquette numérique uniquement, pour l'instant, comment dire, 3D, avec un niveau d'information visuelle, mais pas d'information, pas de métadonnées dans les équipements. Donc, on fait quoi pour arriver à créer cette maquette? Le maître d'ouvrage nous avait mis à disposition, ils ont un accord cadre avec un partenaire, un prestataire de topo qui s'appelle Geofit à Paris, et sur un cahier des charges qu'on leur a fixé, ils font un levé de points, un scan 3D des bâtiments existants. Alors j'espère que ça ne va pas planter parce que c'est un fichier qui est hyper lourd. Là, vous avez une vue en plan du bâtiment qui fait environ 120 mètres de longueur sur une trentaine de 20-25 de large, suivant si on prend les cuves de contact ou pas. Tous les points rouges que vous voyez, ce sont des scans. Alors, est-ce que ça va marcher? Il faut que je vire ça là-haut. Alors, les scans, là, si vous voyez toujours, voilà la vue du bâtiment. Alors, c'est un scan 3D, donc comme de la topo, c'est de l'information qu'on veut topo, X, Y, Z, mais ils font également sur demande, et ce qui avait été le cas, là, on leur avait demandé. Ça rame. Voilà, ils peuvent fournir un panoramique quelque part, un relevé, une visite virtuelle par photo de l'usine. Donc, c'est quelque chose que moi, je voyais pour la première fois et qui nous a quand même vachement aidé parce que quand on est ici à Nîmes, qu'on a oublié dans la visite de voir quelque chose, et avec ça, alors celui-là n'est pas super parlant. Hop, je vais en bas, je vais essayer d'en prendre un qui est un peu mieux. Voilà, là on est à l'intérieur des locaux, on peut se déplacer de point rouge en point rouge, c'est-à-dire de zoom en zoom, là, de point de levée en point de levée. Et puis on peut voir à 360 et voir en haut, en bas, aller voir des tuyaux qu'on n'avait pas vus. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très cher. Le levé complet de l'usine, là, a dû coûter dans les 25 000 euros. 25 000 euros, 25-30 000 euros, y compris donc, ce volet visuel avec des photos. Et bon, voilà, on peut aller, si vous voulez, vous donner. On va à différents niveaux. Là, j'ai que 2 niveaux qui ont été levés. On se déplace là-bas. On va dans la salle
des ozoneurs, par exemple. On vous dit c'est lourd, hein. Je n'ai pas une machine de guerre au niveau de l'ordi, donc ça rame un peu, mais voilà, ces équipements que vous voyez là-bas, on va en reparler, ce sont des ozoneurs. Voilà, ça vous donne une idée, ça, de ce qu'on a récupéré déjà, ce qui nous permet de travailler. Donc, une fois qu'on a le nuage de points, ce qu'on appelle un nuage de points, c'est imaginer, donc d'habitude en topo, on a un levé topo en 2D. Là, on a vraiment un scan avec un nuage complet, une multitude de points. Cette multitude de points, il va falloir la transformer en des objets, en une maquette numérique, et donc il y a du traitement du nuage de points. Ça, à partir de là, ça a basculé chez nous. On a un sous-traitant sur Paris qui nous a fait ce travail, qu'il a fallu piloter. Et l'objectif est, à partir de ces plans, de ce que je viens de vous montrer, d'arriver à une maquette numérique. Alors, il y a bien sûr différents échanges. Il y a du travail qui a lieu chez eux. Il y a du contrôle qui a lieu ensuite chez nous. Et on arrive à ça. Vous me voyez toujours ou pas? J'ai viré le truc, c'est bon, ouais, nickel. Voilà une vue de la maquette telle qu'elle a été, telle qu'elle ressort de la modélisation par notre partenaire. Donc c'est quelque chose de dynamique. Donc on peut en faire ce qu'on veut. Voilà, le bâtiment sur le côté, le bâtiment vu de dessous, et on peut, ce qui était très pratique, enregistrer des vues. Donc, alors c'est pas du statique, hein. Voilà. Il y en a qui croient que je joue aux jeux vidéo de temps en temps dans mon bureau. Je ne m'amuse pas, je bosse sur les maquettes. Regardez, donc on va où on veut. Je reviens à ma vue d'origine. Ce que je voulais vous montrer un petit peu. Attention, est-ce que ça va être jouable? Je vous ai pris des photos et j'ai essayé de prendre des points de vue de la maquette qui colle. Photo de gauche, voilà ce qu'on voit. Cyril est sûrement caché dans une armoire là-bas en train de regarder d'obscurs disjoncteurs. Voilà la maquette, ce que ça donne. Vous voyez, on a, par rapport à ce que vous disiez Mickaël tout à l'heure, on s'est mis d'accord sur un niveau de rendu, donc un load. Je crois qu'on était sur un load de 100, là, quelque chose dans ce goût-là. Et vous voyez, on voit qu'il y a des choses, on convient d'un diamètre de choses qui devient trop petit pour être représenté. Par exemple, vous voyez ce tuyau-là à droite. Bon, à gauche sur la photo, il y a les petits supports. Bon, on a décidé que ce genre de choses, ce n'était pas un autre stade dans le cadre d'une maquette qu'on allait donner à l'entreprise pour ensuite travailler dessus. Ce n'était pas nécessaire. On a choisi de ne pas le lever. Évidemment, le prix s'en trouve affecté, puisque plus vous allez dans le détail, plus c'est du boulot pour le gars ou la personne qui va modéliser pour obtenir un rendu fin. Donc voilà, j'avais celle-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Celle-là, c'est la... Ça peut être pénible si on me fait ça à chaque fois. C'est celle-là. Perdu, toujours pas. C'est celle-là, voilà, le local des destructeurs d'ozone. On pourra en faire plus quand on va dehors. Voilà une cour anglaise dans le bâtiment, on a l'extérieur. Donc vous voyez, c'est quand même relativement fidèle. On a une vanne qui est ici, on a les chemins de câbles qui sont levés, qui sont en travers. On a les trappes. Et le but de tout cela, c'est d'être le plus... je n'arrive pas à l'attraper là-bas. Perdu. Voilà, d'être le plus, je disais, fidèle à la réalité. Donc, voilà, c'est du dynamique, c'est concret par rapport à ce que vous disiez, Mickaël, tout à l'heure. Le but est d'arriver à ce genre de choses. On peut aller voir dans les cuves de contact comment l'eau circule. Je vous donne juste un exemple. Hop là. Le but n'est pas de faire ça de partout, mais on est dans les cuves. Tout à l'heure, je vous ai montré ce genre de plan où on voit, vous voyez ici, des cuves de contact où l'eau est ozonée, circule de cuve en cuve.
Bon, j'ai dans trop de choses, je l'ai planté. Et voilà les levées avec les voiles. On voit les voiles, on est dans les diffuseurs. Là, on traverse un voile. Là, on a les différentes voiles, éléments de génie civil. Vous voyez à l'intérieur des tuyauteries, des diffuseurs sont représentés. Voilà pour le rendu de la maquette. Là, on est, nous, dans un conception-réalisation. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va transmettre cette maquette à l'entreprise qui va devoir, au fur et à mesure des étapes, notamment dans la phase exé et la phase de conception, va devoir travailler, l'améliorer, apporter des modifications liées aux travaux. Donc, ils vont sortir des plans 2D, des extractions, des phasages, etc. depuis cette maquette, et ça va nous permettre un travail itératif. Je termine, Mickaël, on avait dit que j'en parlerai rapidement. Ce que je vous ai montré, là, je reviens sur la maquette, c'est pour l'instant, comme je l'ai dit, du 2D uniquement. Du 2D, pardon, du visuel. On n'a pas d'informations. Si je clique sur les équipements, j'ai pas de... Je reviens sur la première vue. Là-dessus, on a des déshydrateurs, etc. Si je clique dessus, j'ai pas d'infos là qui est rentrée. Par contre, le but à terme est d'arriver sur une maquette DOE qui comprendra des métadonnées. Donc, typiquement, pour vous donner un ordre d'idée là où on en est, on crée, nous, des tableaux de ce style-là. Alors, il y a des remarques en rouge parce que je suis en train de travailler dessus. On va avoir une maquette génie civil, puis une maquette équipement, et on se met d'accord on va le donner à l'entreprise quand elle répondra à l'appel d'offres, et on va lui dire, par exemple, sur la famille canalisation, et ben voilà tout ce qu'on va vouloir qu'elle renseigne sur les données. Quand on cliquera sur une canalisation, on aura ces infos-là. Le matériau, le type de flux véhiculé, si on a l'aspiration au refoulement, quel est le diamètre, la pression maximale admissible. On peut avoir des liens en cliquant dans la maquette vers des URL de fiches techniques ou de PVDC, s'il y a eu des PVDC de pression, etc. Et tout ça, vous voyez, c'est nous qui le faisons, qui l'établissons pour le donner à l'entreprise. Le but est d'être assez malin, et ça va intéresser nos amis de BRLE, pour commencer à tendre, on n'y est pas encore, mais vers des passerelles pour de la future GMAO, pour un lien avec la GMAO. C'est-à-dire que la GMAO, c'est un logiciel qui aide l'exploitant à faire de la maintenance des équipements, enfin des installations d'une manière générale. Le but, ce serait dans le futur qu'il y ait un lien entre la maquette et la GMAO, et que des éléments dans la GMAO, il y a une pompe, une vanne qui doit être remplacée à telle date, et bien que tout ça se soit liaisonné sur la maquette. Voilà, j'espère que j'ai tenu à peu près le timing, Mickaël. Et ça parfait. permis de voir un exemple concret. Ok, donc je vais reprendre le partage. Hop. Tout le monde voit bien, c'est bon? Donc voilà, le BIM. Est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est une évolution? Alors, je ne vous demande pas de répondre, je n'ai peut-être pas la réponse. Je pense qu'on se situe entre les deux. En tout cas, c'est une réflexion et une méthodologie qui se traduit par un changement des pratiques professionnelles tout en alliant l'évolution technologique et qui permet de redéfinir la collaboration entre les intervenants. Chacun reste expert dans son métier, c'est-à-dire c'est une méthodologie qui ne change pas les métiers. Quand on est ingénieur en structure ou ingénieur hydraulique, BIM ou pas BIM, on est toujours ingénieur structure ou ingénieur hydraulique. Si on est chef de projet, on reste chef de projet. Il n'y a pas de changement en fait dans les métiers. Ce qui change, c'est l'approche et les méthodes de travail. Mais il n'y a pas de transition disruptive. Il y a un Américain, Lemmy Curve, McLemy, pardon, qui a créé une courbe en fait pour essayer d'expliquer les impacts effort sur effet par rapport au temps en fonction des choix de méthodologie. Et donc on voit sur la courbe, pour vous expliquer, la courbe verte qu'on voit ici, c'est un processus type BIM. La courbe noire qu'on voit ici, c'est un processus traditionnel. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire que la concentration des efforts, elle est maximum quand on est en BIM sur la phase conception.
plus on s'approche de la construction, finalement, moins il y aura d'efforts à fournir en termes de réflexion sur le projet et de temps passé. Sur un cycle plus traditionnel, on va avoir une montée assez progressive des efforts à fournir jusqu'à la phase construction. Et c'est quand on est en phase exé, en fait, qu'on a le pic de concentration d'efforts à fournir. C'est très schématique. L'idée, c'est juste de dire qu'il y a un effort qui est transféré en amont et c'est pour ça que ça change les méthodes, mais les métiers restent toujours les mêmes. Et donc, ce graphique représente aussi deux autres courbes qui sont en fonction de l'avancement dans le projet, l'aptitude à optimiser les coûts. C'est-à-dire que plus on avance dans le projet, plus ça va être compliqué d'optimiser les coûts. La courbe bleue, donc, elle montre le coût généré par un changement demandé. C'est-à-dire quand on est dans cette phase de planning, conception, tant qu'on n'a pas attaqué en fait l'exé, on est sur un coût du changement qui reste acceptable. Mais quand on arrive en fait à passer on peut appeler ça un seuil de rentabilité, ce coût du changement devient trop conséquent en fait pour être acceptable. Donc l'intérêt du BIM quelque part, c'est qu'il a tendance à concentrer les efforts sur les phases du projet où les changements ont un coût, et je parle de coût d'ensemble d'opérations, ont un coût moindre. Donc voilà, c'est vraiment histoire de résumer. Donc effectivement, c'est une évolution technologique d'abord. Comme je vous disais, on a des éléments nouveaux dans les technologies actuelles, notamment informatiques. Voilà, les capacités de calcul des processeurs, la puissance des cartes graphiques, des mémoires vives. Aujourd'hui, Maurice se plaignait tout à l'heure de la lenteur de son ordinateur, mais si on avait eu ça dans les années 60, je pense qu'on aurait eu beaucoup d'heureux. Et l'idée, c'est qu'en fait, le BIM a toujours existé dans les esprits. Comme je vous montrais au début, dans les années 60, c'est quelque chose qui existait déjà, qui était déjà pensé, sauf qu'on n'avait pas les moyens techniques d'exprimer cette réflexion. Aujourd'hui, pourquoi ça explose? Parce qu'avec les grands développements technologiques actuels, les gens qui avaient ces idées-là ont enfin les moyens techniques et technologiques de les développer. Donc, c'est juste une évolution logique, en fait, par rapport au niveau de technologie. Et en même temps, ça peut être vu comme une révolution. On prend souvent l'exemple pour comparer cette transition j'ai envie de dire, la maîtrise de la conception classique à la conception BIM. Cette comparaison on prend le projeteur comme exemple. Avant, on dessinait sur une table à dessin. Maintenant, on dessine dans un outil informatique. La transition, elle n'a pas dû être simple à l'époque. Je pense que les gens qui ont dû s'y mettre n'ont peut-être pas forcément bien vécu la chose. Il y avait vraiment une transition, c'est-à-dire qu'on passait d'un acte physique de dessiner sur du papier à un acte numérique. Aujourd'hui, on est déjà dans le numérique, c'est-à-dire que je reprends l'exemple de nos projeteurs, on travaille déjà avec ces outils informatiques. En fait, c'est juste une petite adaptation logicielle et une adaptation de méthodologie, mais on maîtrise déjà ces sujets d'informatique. Donc, révolution, pas forcément. Je fais un petit point, Mickaël, un petit commentaire sur le fait que pour l'avoir vécu, vu que ça doit être le 4e ou 5e projet que je fais en BIM, le piège, entre guillemets, pour des gens qui découvrent ce fonctionnement, c'est que durant la phase étude AVP, notamment, on est tellement obligé, quand on dessine en 3D et quand on se pose des questions, ça saute tellement aux yeux les points qui ne sont pas clairs on se retrouve obligé, moi, c'est mon avis, à faire des AVP qui ont tendance à se transformer en des pros sur les projets que j'ai faits. Parce que avant, on faisait quelques plans niveau AVP, ça suffisait, on passait au pro. Et les personnes n'en demandaient pas plus. Là, on a des maîtres d'ouvrage, quand on commence à leur montrer des maquettes dès le niveau AVP, ah oui, mais là, dans le coin, vous faites quoi? Et là, on se rend compte qu'on est obligé d'aller loin. Donc, il y a aussi une éducation à faire des maîtres d'ouvrage en leur disant, attendez, on est au stade AVP, il y aura une maquette plus développée plus tard. Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque. Ça me fait penser, tu vois, pareil, un exemple concret
chez BRLI qu'on a eu dans le maritime pour un projet avec Nicolas Fraisse qui était la Turbale, où on avait un AMO BIM, donc un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui avait demandé la Lune, en fait, un excès de zèle absolu. Et on s'est rendu compte pendant la production que c'était même pas, c'était techniquement pour l'ensemble des acteurs, c'est pas juste BRL, c'est SCE, c'est tous les partenaires du projet, en fait, y compris le manager BIM qui était un manager externe. En fait, les ambitions étaient tellement démesurées par rapport aux enjeux du projet que ça n'avait plus de sens. Et il faut bien se rappeler que le BIM, c'est un outil qui est au service du projet. Ce n'est pas une fin en soi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. En fait, les enjeux sur la Turbale, finalement, on a plus fait de la com qu'autre chose. Ça peut être un enjeu, la communication du projet. D'ailleurs, de ça, on a sorti une maquette en imprimante 3D là, qui était assez sympa, qui au début semblait ne pas répondre aux attentes et au final a été quelque chose d'assez… C'était le clou du spectacle. Et donc, voilà. Donc, faut recentrer le débat. Le BIM, ce n'est pas le sujet de fond, c'est la forme. Le sujet de fond, c'est ce que je disais, c'est qu'on reste des experts dans nos métiers, que le BIM est une méthode au service du projet. Je voulais vous montrer aussi une petite diapo parce que on fait souvent cocorico, mais je voulais montrer un peu l'état du BIM dans le monde, en fait, comment ça se passe. Et il faut savoir que les pays en violet sont des pays où le BIM est obligatoire. Alors, pas sur tout le temps, mais sur certains sujets. Ça peut être soit pour la maison individuelle, ça peut être pour tous les ouvrages publics. Selon les pays, ça peut changer. Mais ces pays en violet sont des pays où il y a une dimension obligatoire. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est présent, qui existe. Notamment les États-Unis, il y a des obligations de BIM depuis 2003. Je ne vous rappelle pas qu'on est en 2020, qui n'est certainement pas la meilleure année de la décennie, enfin du millénaire même. Mais voilà, il s'est passé 17 ans et on voit que en France, on est toujours sur un développement volontaire, une intention de faire. Donc, ce sont des pays en vert clair ou en bleu ciel. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a la moitié des pays du monde qui commencent à utiliser le BIM ou qui l'ont déjà obligé. Donc, les enjeux sont quand même conséquents, quoi, que ce soit pour BRLE, BRLI, BRL. C'est un sujet qui touche tout le monde, qu'on le veuille ou pas. Hein, je ne suis pas pro-BIM. Des fois, je pense qu'il y a certains projets où ce n'est pas forcément utile. Mais dans tous les cas, c'est une méthodologie qu'il faut s'approprier, qu'il faut connaître. Pas forcément maîtrisé, mais en tout cas, tout dépend des métiers, bien sûr, mais en tout cas, il faut avoir conscience que ça existe et savoir comment l'aborder si un jour on se retrouve confronté à des sujets, des thématiques BIM sur un projet. Encore une fois, quel que soit le rôle, qu'on soit maître d'ouvrage, maître d'œuvre, exploitant, l'entreprise, c'est un sujet qui est là. Alors, j'avais laissé 5 minutes, mais on est pile poil. Je m'étais dit 5 minutes de questions-réponses. Je me suis dit que peut-être il y aurait quelques questions. Alors, je vais arrêter le partage. Comme ça, je vous verrai, ce sera plus sympa. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, apparemment, j'ai été efficace. Oui, juste une petite question, c'est Dominique. Je voulais savoir, du coup, à BRLI, aujourd'hui, on ne fait pas tous nos projets ou on n'a pas encore l'intention de passer tous nos projets en BIM. Enfin, quelle est notre philosophie par rapport à ça? Alors, pour répondre clairement, la philosophie, ce n'est pas de passer tous les projets en BIM, certainement pas. C'est juste d'être prêt si on y est confronté. On a quand même de plus en plus d'offres. C'est un constat, hein, notamment sur les gros projets, on a de plus en plus d'offres qui sont lancées en BIM. Et à un moment, voilà, pour ces projets-là, il faut savoir faire. Pour autant, ça n'a aujourd'hui aucun intérêt pour BRLI, clairement, de passer tous ces projets en BIM. D'ailleurs, pour certains projets, ça n'aurait même pas de sens, ne serait-ce que de le vouloir. Merci. Anthony Lézimac pour la Maison Mère. Beaucoup d'un BIM par projet. Après, je pense que ça peut être différent en fonction de certains niveaux, mais pour avoir une idée,
Attention, Michael, c'est un piège. Ne réponds pas, ne réponds pas. Ouais, je sens. J'ai failli. J'allais t'envoyer un message justement, savoir ce que je devais dire. Non, c'est comme ça. C'est pas. C'est difficile à définir. Ça peut aller de quelques. Ça dépend de la mission. Si on est une mission d'AMO, si c'est une mission de maîtrise d'œuvre complète, si ça dépend du cadre juridique de l'opération, si on est en groupement d'entreprise. Enfin, il y a tellement de facteurs et c'est difficile. C'est comme si je demandais le prix d'une maison à l'échelle mondiale. C'est pas mesurable. Pour autant, on peut dire qu'on peut commencer à voir quelques prestations autour de quelques milliers d'euros, comme disait Maurice tout à l'heure, un relevé de un nuage de points, par exemple, ça coûte 20 000 euros. Un accompagnement BIM sur un petit projet en maîtrise d'œuvre, ça peut coûter quelques dizaines de milliers d'euros à plus, mais ça dépend toujours de la taille du projet, des enjeux. Enfin, c'est une question à laquelle, malheureusement, je ne peux pas répondre facilement. Le problème qu'on rencontre beaucoup, moi, Michael, ce que j'ai vu là à l'heure actuelle, tu dois le voir d'autant plus, c'est qu'on a des maîtres d'ouvrage qui, pour beaucoup, alors je parle là hors maison mère, bien sûr, où ils sont à la pointe, ils savent. Mais non, je plaisante, on a beaucoup de maîtres d'ouvrage, et moi, c'était le cas notamment sur la régie des eaux là, de Montpellier, qui ont demandé du BIM, et derrière, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas ce qu'ils ont demandé. Donc là, c'est très dur derrière à faire une mission parce que, enfin, bon, je débrouille du coup pour faire quelque chose, mais ça peut être, pour rebondir sur ce que dit Anthony, ça peut être extrêmement variable, quoi. De juste une maquette où c'est du visuel avec pas de métadonnées à un accompagnement complet jusqu'à aller faire un lien jusqu'au bout avec, par exemple, ce dont je parlais, la GMAO et la maquette. Donc, aller faire des tableaux comme on est en train de faire, ce que je vous ai montré là. C'est du boulot, ça. Hein. On va, pour chaque équipement, aller voir le type de données qu'on va raccrocher dedans, etc. Aller voir avec l'exploitant ensuite qu'est-ce qu'il y a sa GMAO, qu'est-ce qui marche, etc. C'est vraiment c'est très, très variable. Oui, tout à fait. En lien avec ça, est-ce qu'en France, il y a déjà des maîtres d'ouvrage qui gèrent, qui exploitent des ouvrages en utilisant le BIM de conception initiale? Alors, à ma connaissance, en infrastructure, quasiment pas. En bâtiment, par contre, notamment des gros bailleurs sociaux gèrent l'ensemble de leur patrimoine, hein, y compris les entrées-sorties, les baux de location, les émissions de gaz à effet de serre en BIM. Donc, au travers d'une maquette numérique qui sert d'interface, qui va être l'élément central du procédé gestion, exploitation, maintenance. C'est-à-dire qu'on a même et je travaillais là-dedans en fait avant d'être chez BRLI, on a même des bailleurs qui font tout leur plan pluriannuel d'entretien en fait, grâce à ces outils BIM. Donc c'est quelque chose qui est, comme toujours, le bâtiment a une longueur d'avance parce qu'en termes de format et en termes de volonté politique, là je parle d'échelle nationale, on est sur, le bâtiment a une avance. Mais l'infra suivra. Le principe est le même. À un moment, entretenir un bâtiment, entretenir une station de pompage, on est sur des ouvrages et des équipements différents, mais on a les mêmes besoins, en fait. Un besoin d'économie, un besoin d'avoir une maîtrise et une connaissance de son patrimoine et de son état. Donc, non, ce sont des choses qui se font et qui, pas encore en infrastructure, mais en tout cas, pas à grande échelle, mais ça viendra. Il y a dans le domaine du traitement, enfin de l'eau en tout cas, voilà, il y a le SIAP s'y met, le CEDIF s'y met plein de tubes avec la volonté de passer. Tous les nouveaux projets sont faits sous BIM et avec une volonté d'aller vers ce que tu disais, un liaisonnement avec l'exploitation. Ils n'y sont pas encore, mais ils essaient de rattraper les différentes installations où à chaque fois qu'il y a une rénovation, ils font ça, ils l'intègrent. Ils ont une maquette qui grossit en intégrant au fur et à mesure des projets de nouveaux éléments. C'est une base de données immense avec une fenêtre, avec une interface utilisateur qui est une maquette 3D. D'ailleurs, j'étais en réunion avant-hier avec VNF là, pour parce qu'on fait une assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'exploitation et on les accompagne sur ce sujet.
Et il y a un volet BIM qui est assez conséquent, et des enjeux de VNF, en tout cas dans le programme. CANSN Europe, c'est un des plus gros chantiers européens à l'échelle fluviale en ce moment. Dans les exigences du BIM, dans le programme, il est spécifié que l'objectif premier du BIM, c'est de remplir les bases de données des outils de GMAO. Donc c'est quand même, voilà. Alors j'avoue que vu le contexte et la taille du projet, c'est un sacré exercice, mais voilà, c'est des enjeux que voilà, tout le monde commence à intégrer. J'ai une question sur les ouvrages de BRL. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui sont écrits sous la forme d'une maquette BIM? Alors, on en a quelques-uns. BRL au sens maison-mère, ou est-ce que c'est des projets sur lesquels BRL a travaillé, par exemple? Non, je pensais aux ouvrages de BRL. Les ouvrages qu'on exploite. Oui, on a fait, alors je ne les ai pas tous en tête, mais je sais que par exemple, il y a Puech-Labad qui a été fait en BIM. Alors ça a été, j'ai pas trop d'infos sur le sujet pour la simple et bonne raison que c'est un projet qui a été lancé avant que j'arrive. Mais j'avais fait, je crois qu'on arrivait en fin, et j'avais fait un contrôle des maquettes qui étaient livrées par les entreprises au stade du DOE, il me semble. Donc oui, on a des projets. On a des projets concrets qui ont été faits en BIM. En conception, en tout cas, on a les 3 stations de pompage d'Aquadomicia qui ont été faites en BIM. C'est Valérie Larguet qui a travaillé, qui a fait les maquettes, et on a sorti tous les plans en BIM. Les maquettes sont ensuite transmises aux entreprises, et là, on est en phase travaux, et on récupérera à la fin des travaux des maquettes, c'est ce qui leur a été demandé, niveau DOE, qui pourront, c'est une étape supplémentaire, qui pourront après évoluer vers un liaisonnement avec l'exploitation. Ouais. Ok, merci. Mais du coup, est-ce que c'est en termes d'exploitation, il y a une certaine formation, j'imagine, à acquérir, et des outils sans doute, si on veut maintenir ces maquettes à jour? C'est prévu dans le projet, ou c'est pour l'instant c'est juste possible au cas où, quoi? Pour l'instant, dans le projet, ce dont je parle là, c'est on récupérera une maquette DOE avec un certain nombre de métadonnées. On a une réunion prévue avec BRLE quand on sera à ce niveau-là, pour essayer d'être le plus intelligent possible pour que ces métadonnées qu'on va demander à l'entreprise d'intégrer dans la maquette soient des métadonnées qui intéressent l'exploitant pour la GMAO. Mais ça, à l'heure actuelle, ça se terminera à une livraison d'une maquette. Il n'y a rien qui est prévu pour l'instant pour la suite. Ce qu'il faut dire et qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas chez BRL, il n'existe pas, encore une fois à ma connaissance, de solutions qui permettent de transvaser automatiquement la donnée consolidée dans une maquette vers la GMAO de BRL, par exemple. Ça, aujourd'hui, ces outils-là n'existent pas. Ça existe sur d'autres sujets, je vous le disais, sur le bâtiment. C'est des choses qui se font fréquemment, c'est des choses qui existent, qui fonctionnent bien. C'est juste un effort de développement logiciel. Et pour répondre à la première question qui était un éventuel besoin de formation, oui, forcément. Quand on change un peu d'approche et qu'on vient intégrer des nouveaux éléments, il y a toujours une petite phase d'adaptation. Mais il faut se dire que sur des sujets comme ça, en tout cas je cantonne ma phrase à l'exploitation, la formation n'est pas énorme. En fait. Peut-être, Mickaël, pour compléter ce que tu disais, je pense que c'est important de donner la démarche quand même qui a été fait au niveau groupe, puisque effectivement, comme tu l'as indiqué dans ta présentation, en fait, on avance petit à petit, donc en montée en compétences. Vous l'avez vu, il y a des niveaux, mais c'est vrai aussi sur la compétence des acteurs. Et Mickaël a bien montré effectivement dans la fameuse courbe de Mac quelque chose, je ne sais plus comment il s'appelait, qu'effectivement, c'était plutôt sur la phase conception qu'on se concentrait d'abord. Donc, c'est tout à fait logique que dans le groupe, ce soit plutôt BRLI qui ait porté dans un premier temps effectivement cette dynamique et était moteur
sur le sujet. Bien entendu, en lien avec la maison mère, hein, puisque je rappelle quand même que sur la première station effectivement de Méjanel, il y avait déjà eu un BIM. Alors, c'était un BIM purement communication, là où les gens disaient oui, mais c'est juste une maquette pour voir. Mais oui, mais c'est un cas d'usage, hein, c'est aussi une des fonctions du BIM qu'il ne faut pas négliger. La partie com est relativement importante hein, sur ces sujets-là. Et donc là, aujourd'hui, il est clair, pour répondre effectivement à la question, je crois que c'était Denis qui l'a posée, ben, petit à petit, il va falloir avancer et ça va se répercuter de plus en plus vers l'exploitation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on a monté des maquettes conception, il y a des données, les métadonnées, elles sont arrêtées. D'ailleurs, il y avait quand même pas mal de sujets de travail qui a été fait, notamment avec Maric et Franck Marvéjol, hein, pour caler ces métadonnées. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir aujourd'hui que cette vague BIM qui se propage, si je prends l'image des courbes que tu as montrées, effectivement, impacte aussi BRLE avec la prise en main de ces outils, la création d'une interface avec la GMAO, penser une stratégie d'utilisation. Mais effectivement, à ce jour, rien n'est fait, mais à la limite, ce n'est pas étonnant parce qu'il fallait déjà commencer par la première étape. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé et d'avoir été très, très studieux. J'ai rarement vu une réunion avec une 50aine de participants se passer aussi bien. Sauf quand c'est Gilles Roquelin qui l'a fait. Mais, merci. J'apprécie quand même. Mais donc, non, voilà, j'étais content de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me solliciter en fait, hein, si vous avez des questions, des besoins sur un projet, je suis vraiment là pour ça. J'aurai peut-être pas toutes les réponses tout de suite, hein, mais en tout cas, je peux vous accompagner, vous aider. Voilà, je suis au 2e étage, hein, bureau I224. Donc, de temps en temps, ouais. Ouais, en ce moment, c'est compliqué. Là, vous voyez bien que je ne suis pas au travail, mais c'est mon côté optimiste. J'espère qu'on retournera tous travailler dans des conditions normales le plus rapidement. Et voilà, en tout cas, je vous remercie tous. Je remercie surtout Maurice aussi de m'avoir accompagné sur cette présentation BIM qui n'était pas un exercice facile dans des temps très contraints. Donc, vraiment, merci à tous d'avoir participé et pour vos questions aussi. Et je vous dis bonne continuation. Peut-être, Michael, juste moi, 2 mots. Je voulais quand même dire que tu l'avais dit, on a connu maintenant depuis globalement 5 ans hein, une vraie évolution. Hein. Tu n'as pas parlé de révolution, mais évolution. Mais moi, je voulais en profiter pour féliciter quand même tous les acteurs qui ont été là-dessus, parce que ça a été un vrai changement. Hein. Alors, on n'est pas au bout. Malheureusement, je vois Philippe qui hausse les yeux, mais effectivement, on n'est pas au bout. Mais je pense que c'est quand même un des premiers chantiers qui a réussi à fusionner aussi bien à la fois toutes les fonctions, tous les métiers au sein de BRLI. Je pense que c'était un gros challenge. Je pense qu'il n'est pas complètement relevé, mais en tout cas, on a abattu quand même pas mal de travail. Donc moi, je voulais féliciter à la fois tout le monde, hein, les projeteurs qui étaient les premiers exposés, qui ont été les premiers à souffrir sur le sujet, puis ensuite les ingénieurs jusqu'aux chefs de projet, les DP, et puis bien entendu toi, Michael, là-dessus. Donc merci à vous pour ça. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Merci bien. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.